Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. CFDM 10, la télévision de Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Il y a des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des chanteuses, des animatrices pour qui on a toujours eu beaucoup d'affection. Mais on ne les voit plus, on ne les entend plus. Et on se demande un peu ce qu'ils et elles deviennent. On les a beaucoup aimés dans le temps. On avait même l'impression qu'ils faisaient partie de notre famille puisqu'on les retrouvait au petit écran presque régulièrement à chaque semaine. Et on s'ennuie d'eux. Alors, on a décidé de se faire plaisir ce soir et de vous faire plaisir. Et on en a réuni un certain nombre dans notre studio. On va tout de suite parler à Jean-Nicole, Daniel Mimi Etu et Gilles Brown, qui ont chanté il y a quelques années, qui ont beaucoup chanté, qui ont fait des succès importants et qui maintenant se retrouvent dans des métiers tout à fait différents. Jean, qu'est-ce que ça vous fait de vous faire dire que les gens s'ennuient de vous? Ça flatte. Ça flatte. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça m'arrive très souvent. Je ne suis pas capable d'aller dans un centre commercial. Je me fais accoster très souvent par les gens qui disent « Ah, tu devrais faire un nouveau disque. » Et c'est motivant. C'est motivant. Est-ce que ça pourrait vous décider à en faire un nouveau à un moment donné? Je vais en faire un. Vous allez en faire un. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas coupé les ponts complètement? Pas complètement. Pourtant, vous avez réorienté votre travail. Vous faites quoi maintenant? Oui. J'ai une compagnie de traitement d'eau. Je suis dans les traitements d'eau. Je suis avec la qualité de l'eau internationale. Mais c'est loin de la chanson, ça. C'est loin, oui. C'est loin. C'est loin. Mimi, quand les gens vous abordent et vous parlent et vous disent « on s'ennuie de vous, Mimi », qu'est-ce que ça vous fait? Bien, je trouve ça très flatteur. Moi, je dois dire que je travaille encore dans un milieu public, mais bon, pas en musique, là. Je suis à la Caisse populaire, ce qui fait que je rencontre des gens tous les jours. Et tous les jours, on me reconnaît. Et tous les jours, on vient me demander « est-ce que c'est toi qui chantais? » ou en tout cas, je trouve ça spécial parce que moi, j'avais cru qu'au bout de 2 ans, on me reconnaîtrait plus, puis que, bon, je ferais mon petit bonhomme de chemin ailleurs. Et ça s'est pas passé comme ça, mais pas du tout. Ça fait exactement 10 ans que je fais absolument plus rien du métier. Ça semble-t-il qu'il faut que je l'accepte. C'est mon visage qui n'a pas changé, etc. Ça, pour pas avoir grandi, ça aussi, là, mais... Enfin, disons qu'avec l'acceptation, maintenant, je prends ça beaucoup mieux que dans les premières années. Pourquoi vous avez trouvé difficile cette période où il fallait se réadapter, chercher un autre métier? Oui, parce qu'à 28 ans, quand j'ai arrêté, je voulais tout simplement faire autre chose. Puis, je voulais pas me servir de Mimi Etu pour faire quoi que ce soit. Et ça faisait longtemps que je pensais à faire une vie dite normale. Me lever le matin, me coucher le soir. Je voulais être une fille du peuple. Et ça m'arrêtait souvent quand on me reconnaissait. J'étais, je dois dire, assez agressive dans les premiers temps. Puis il y a des journées où on n'est pas toujours d'humeur à recevoir de la façon que les gens vont le dire aussi. Parce qu'il y a des façons qu'on se fait aborder. Hein. Quand c'est dit gentiment, ben c'est plus facile de répondre aussi gentiment. Il n'y a pas tout le temps les bonnes manières. Ça, enfin, ça existe aussi. Mais c'est ça. Gilles, est-ce qu'encore on reconnaît en vous le chanteur et on vous arrête et on vous demande si vous allez revenir un jour à la chanson? Les plus vieux me reconnaissent. Mais non, moi, voyez-vous, je suis dans le public un peu comme Mimi et Jean, d'une certaine façon. Durant la saison estivale, je suis à Baie-Saint-Paul. J'ai une galerie d'art qui s'appelle Clarence Gagnon, qui fonctionne durant l'été à Baie-Saint-Paul. Et durant l'année, on a la même galerie sur la rue Laurier à Outremont.
Fait que constamment, je vois des gens. C'est pas du tout le même milieu, malgré que je suis entouré d'artistes aussi. Et je dois dire que à l'époque où Jean et Mimi chantaient, j'avais l'occasion d'écrire souvent des chansons pour eux. Et puis, la plupart des gens du milieu, j'en ai fait pour les Classelles aussi et pour beaucoup d'autres chanteurs et chanteuses. Et le tempérament artistique est presque le même, quels que soient les médiums utilisés, si vous voulez. Les peintres sont un peu marginaux, mais les artistes de la chanson aussi étaient un peu marginaux. Et ça a été bon pour moi que j'ai eu une formation dans ce domaine-là avant d'aller dans le domaine des arts plastiques. Est-ce que vous vous ennuyez encore de cette période-là? Est-ce que le showbiz vous manque? Ce qui me manque un peu, c'est l'espèce d'excitation quand on allait en studio, comme par exemple Jean ou Mimi avaient la chanson, on se téléphonait. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, on passait des nuits en studio, hein, on s'épuisait pas, on aimait. Moi, j'adorais faire du studio. Et dans le temps, ben, Gilles, c'était le parolier des artistes 70, des années 70. On donnait vraiment tout ce qu'on avait dans... Et on passait des nuits debout avec Yves Martin, si vous vous rappelez. Ouais. Ce fut une très bonne époque musicale. C'était le fun. Les jeunesses d'aujourd'hui, là, puis les Balconville, c'était quelque chose. Hein? Les moyens n'étaient pas les moyens d'aujourd'hui au point de vue technique. Jean, par exemple, ou Mimi, pouvaient avoir le texte 2 heures avant la session d'enregistrement. Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus fignolé. Alors, on était plus sur la corde raide à cette période-là. Oui, puis c'était pas pensé à long terme non plus. La différence avec aujourd'hui, un gérant va penser à long terme. Pour nous, c'était pas programmé comme ça, si tu te rappelles. Non. C'était d'une tourne à l'autre. Ça, c'est un bon hit, on l'a fait demain matin. Ah oui, oui. La chanson Lady Mary, qui est ma chanson fétiche, j'ai eu le texte en studio en rentrant le matin. Direct là, on a mis le texte, puis tu chantes ça le matin. Parfait, on y va, go, part le tape. Et ça veut dire, Jean, que si vous décidez de faire un retour maintenant, vous avez l'impression que vous allez travailler dans des conditions très, très, très différentes? Ah, c'est le paradis aujourd'hui. C'est le paradis. C'est très facile aujourd'hui. Tu es en train d'annoncer ton retour. La technicalité est extraordinaire. Il le prépare, il le prépare. Alors, on s'en va à la pause avec des paroles d'une chanson de Gilles, C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Ah oui, c'est toi mon seul amour. C'est toi que j'aime. Et je t'aimerai toujours. Tu peux avoir confiance. Je suis celui qui t'aime. Donne-moi un peu de temps. Je suis celui qui t'aime. Qu'est-ce que ça fait, Jean-Nicole, de se revoir comme ça quelques années plus tard? Ça fait drôle à la Engelbert Humperdinck. C'est ça? Ça fait bizarre. Ça fait drôle. Est-ce que c'était un hit? Ça donne-moi un peu de temps? C'est ça que je disais à Gilles. Moi, c'était en couleur. Ben oui, vous aviez un avantage sur Gilles. Oui, oui. Est-ce que c'est une chanson qui a bien marché? Ça donne-moi un peu de temps? À peu près 25 000 copies, un flop. Un flop. Dans ce temps-là. Aujourd'hui, 25 000 copies, c'est gloire, mais dans ce temps-là, c'était un flop. Et c'était évidemment avant au Lady Mary. Oui, Lady Mary, ça avait été le tremplin, ça. Ça avait parti le bal, comme on dit. Au Lady Mary avait dépassé 150 000 copies. On a Pierre Calvé qui est ici avec nous. Et Pierre Calvé, c'est bien sûr quand les bateaux s'en vont. Je vais vous demander de vous lever. Alors, est-ce que cette période-là, quelle sorte de souvenirs vous gardez de cette période-là, Pierre? Ben, moi, c'était la grande période des boîtes à chansons. On dit les années 60. Moi, je suis... Peut-être que ça a duré jusqu'en 73, 74. Parce que j'ai eu un gros problème de santé. J'ai été hospitalisé. Il a fallu que j'arrête complètement les tournées. Je revenais d'une tournée en Louisiane. J'avais fait 28 spectacles. J'en ai fait une quinzaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis après coup, parce que j'étais 1 an hors circuit puis pas assez en forme, j'ai pris la direction de la boîte à chansons de l'Hôtel Méridien. Je l'ai tenue pendant 4 ans à peu près. Et puis comme j'étais pas dans le circuit de la tournée, et puis mes musiciens n'étaient plus avec moi, tout ça, ben finalement, en 80, on sait tous que ça allait pas très, très bien, la chanson. Puis c'est des concours de circonstances. J'ai jamais vraiment arrêté.
Mais je me suis parti un petit atelier d'encadrement, puis je chante à l'occasion. Je suis allé à Saint-Malo l'an passé représenter le Québec. Québec chante à Saint-Malo. J'ai chanté aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai fait 3 ou 4 soirs au Petit Champlain cet été. Quand il y a des spectacles intéressants, je les fais, mais je veux plus être obligé de chanter pour gagner ma vie. Je trouve que c'est... je trouve ça un peu pathétique, un vieux chanteur qui s'accroche. Je trouve ça triste un petit peu. Puis je trouve que j'aime mieux performer, choisir un peu plus mes endroits, chanter pour des gens qui aiment la chanson. Puis j'aime ça comme ça. Je suis pas du tout amer. Avec la complicité de nos prochains invités, on va vous demander si vous reconnaissez cette voix qu'on va maintenant entendre. L'espace de quelques secondes. Avant de me dire adieu. Alors, c'était bien sûr les Classelles, avec dans le temps des têtes un peu plus blanches que ce qu'on peut vous voir maintenant. Oui. Alors, Gilles Girard, Pierre Terrien. Pierre, votre tête est assez proche de celle que vous aviez dans le temps. Ça n'a pas tout parti. Ça n'a pas tout parti, c'est ça. Jean Drouin et Michel Caron. Alors, Gilles, vous êtes encore dans le domaine de la chanson. Vous continuez de chanter? Oui, je suis chanteur toujours. J'aime beaucoup chanter, puis ça va très bien. Alors, de temps en temps, je fais des spectacles un peu partout. Pierre, qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, je suis dans l'immobilier. Et dernièrement, j'ai ouvert un bar au marché Place Concorde à Duvernay, un bar rétro. On va jouer des tunes des années 60. Et vous allez chanter? Je vais chanter, je vais inviter des groupes qui vont jouer du rétro. Jean, qu'est-ce que vous faites? Je suis constructeur général. Je bâtis des édifices commerciaux. Vous êtes devenu sage, rangé? Tranquille, oui. J'ai toujours été sage, tranquille. Marc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Michel, après 20 ans d'avoir laissé la musique, j'ai recommencé, ça fait à peu près 2 ans. J'ai travaillé tout l'hiver passé en Floride, puis là, je suis propriétaire d'un restaurant à Sainte-Agathe, le Vieux Quai à Sainte-Agathe. Très beau restaurant. On invite les gens à amener une belle patinoire sur le bord de la glace. Est-ce que le groupe vous manque? Est-ce que vous souhaitez encore? Est-ce que vous vous revoyez? Est-ce que... On s'est revus, on a sorti un disque pour les fêtes. C'est comment est-ce qu'on appelle ça? Les petits... Compact disque. 2 compact disques, toutes les anciennes tonnes des Classelles, avec une nouvelle chanson dessus. Une nouvelle chanson qu'on a fait, là, une couple d'années qu'on a mis dessus. Et quelques chansons de Noël. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous avez la nostalgie de cette époque-là? Est-ce que vous voudriez y revenir, Gilles, ou... Mais disons que moi, je n'ai pas laissé la chanson, alors j'ai pas eu le temps, probablement, d'avoir la nostalgie. Mais quand on a fait un spectacle comme Jeunesse d'hier à aujourd'hui, qui date, je pense, de l'année dernière, de 2 ans déjà, 2 ans déjà, Jeunesse d'hier à aujourd'hui, on était avec, naturellement, le groupe original, les Classelles, et là, je veux dire, j'avais la nostalgie, là, je me retrouvais avec le groupe, et puis le vocal, et puis comme c'était dans le temps, et puis ça a très, très bien été. Alors, c'est presque le seul temps que j'ai eu la nostalgie, parce que j'ai jamais lâché, j'ai jamais cessé de faire ces chansons, comme Avant de me dire adieu, comme Ton amour a changé ma vie, et Le Sentier de neige, ainsi, les gros succès, parce que, comme je disais tantôt, je continue à chanter. Alors, naturellement, le public me demande toujours les chansons qui ont marqué l'époque des Classelles. Et puis, on continue toujours à m'appeler toujours le petit gros des Classelles, encore une fois. Vous le saviez, donc, qu'on vous appelait comme ça? Ben, pourtant, je suis pas petit puis je suis pas gros, mais j'ai jamais compris, là, mais... Dès qu'un du groupe... Michel, oui. Dès qu'un du groupe nous appelle, il dit, bon, ben, on aurait Claire Lamarche à faire. Les réponses affirmatives sont pas longues à venir. Vous êtes content de vous retrouver, de vous retrouver en contact avec le public? On est les frères. On a vécu ensemble pendant 10 ans, puis on a continué à s'appeler, puis on a resté toujours des copains, des frères. Et quelle sorte de souvenirs vous gardez de cette période-là? Il y en a tellement de bons souvenirs. Il y a tellement des anecdotes qui sont arrivées. Il y a tellement de beaux souvenirs. C'est quasiment pas explicable ou disable. On a fait des tournées aux États-Unis, c'est des bons souvenirs. On a été les ambassadeurs de l'Expo 67, c'est des bons souvenirs. On a eu des grands succès, des numéros 1, c'est encore des bons souvenirs. On a eu toujours le public avec nous autres. On a fait des vidéos, et puis
tous des bons souvenirs qu'on garde de cette époque des Classel. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, que disons, il y a une compagnie de disques qui a voulu, justement, remettre sur le marché les plus grands succès des Classel, incluant, il y a 50 chansons, comme Pierre le disait tantôt. Alors, c'est parce que le public s'ennuie, comme le titre de l'émission, on s'ennuie de vous. Le public s'ennuie beaucoup de ça. Alors, c'est pour ça qu'on a profité pour se réunir. Et puis, Jean avait une composition, il nous l'a fait entendre, et puis on a fait un nouveau 45 tours qu'on a, justement, placé sur les 2 cassettes que je vais te remettre tantôt en cadeau pour Bien, mais est-ce que ça peut vouloir dire, pardon, trop d'émotions. Est-ce que ça peut vouloir dire que bientôt on va vous retrouver dans vos costumes blancs et avec la tête blanche à nouveau? Non, pas la tête blanche. Pas à ce point-là. Ben moi, oui. Ben lui, on va le voir. Oui, pas le choix. Je ne fais pas pour changer, là. Mais ça se pourrait fort bien. Peut-être qu'après les fêtes, on a déjà eu quelqu'un qui nous a demandé de faire du spectacle une fois de temps en temps après les fêtes. Ça se pourrait fort bien, on sait pas. Moi, j'ai reformé, il y a quelques années, Gilles Gérard et Super Classel, naturellement en hommage au Classel, parce que les demandes étaient toujours là. Hein. Et puis, je le fais encore, naturellement. On me demande de faire des chansons des Classel. Alors, j'ai reformé le groupe Gilles Gérard et Super Classel. Mais si il y a quelque chose, il y a un gros spectacle dans lequel on est demandé, les Classel, à faire un gros spectacle, ça va nous faire plaisir de se réunir tous les 5. Et puis, s'il faut s'habiller en blanc, peut-être les cheveux blancs, mais là, c'est... Ça brûle, ça. Ça brûle, puis ça part pas si facilement que ça. Alors, c'est pour ça qu'on peut laisser faire les cheveux blancs, peut-être. Alors, pour aller à la pause, on entend un de vos grands succès du temps, Le vent dans la nuit. Le vent de la nuit. Le vent de la nuit. Le vent de la nuit, triste comme la mort, souffle sur ma vie de plus en plus fort. On s'ennuie de vous, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, et on a beaucoup de plaisir aujourd'hui à retrouver 2 comédiens qui ont fait partie de notre vie quotidienne, qu'on retrouvait dans notre salon à toutes les semaines. Jean-Pierre Masson, Séraphin Poudrier pendant une bonne quinzaine d'années, Jean-Pierre? Oui. Oui? Oui. Vous ne ménagez pas des années. Non, il ne ménageait pas les années. Je ne ménage rien. Et Pierre Valcourt, Guillaume Plouffe pendant 7 ans à peu près? C'est ça, peu vrai. Et c'était le beau Guillaume qui faisait rêver toutes les femmes de la province. Mais c'était surtout la première continuité de la télévision, parce que jamais, on avait eu à la radio, la famille Plouffe, d'ailleurs, c'est Jean-Pierre qui faisait Ovid, qui faisait Ovid dans la radio. Ah bon? Et là, quand on a passé à la télévision, c'est Dugas, d'ailleurs, qui faisait Guillaume. Ah Dugas, oui? Jean-Paul Dugas. Et comme il fallait avoir la grandeur du personnage, ça prenait un gros bœuf pour jouer, au hockey. Alors, on a commencé à l'automne 53. Puis boxer aussi. Et c'était de la télévision en direct. En direct. Donc, on prenait des risques. C'était anglais-français. Oh, oui. Ça, c'était en français le mercredi soir et en anglais le vendredi soir. Mais j'imagine, Pierre, que ce personnage-là a dû vous coller à la peau pendant plusieurs années. Ensuite, c'était pas Pierre Valcourt qu'on voyait, c'était Guillaume Plouffe. Et c'était à Guillaume qu'on voulait parler, qu'on voulait sans doute embrasser. Ben oui, c'est sûr que ça nous colle inévitablement. J'ai une de mes filles qui me disait en fin de semaine, elle arrive de Paris, puis elle dit, j'étais à Mont-Saint-Michel, puis il y a Rock Voisine qui est arrivé, il n'y a jamais pu se rendre, tu sais. Alors, elle dit, j'ai pensé, à un moment donné, c'est sûr, on voulait aller dans un restaurant, et c'était pas possible. C'était pas possible parce qu'on ne pouvait pas être tranquille, on ne pouvait pas être, si vous voulez, avec ou sa femme ou sa blonde ou peu importe, sans qu'on soit dérangé. Puis, alors, il fallait choisir des endroits très intimes ou s'assurer qu'on n'aurait pas personne qui viendrait. Est-ce que vous trouviez parfois lourd d'appartenir à ce public-là et qu'il se manifeste de façon aussi insistante? Ou... C'est-à-dire, c'était tout nouveau. Hein. Quand on parle du début des années 50. Alors, quand vous avez eu les hommes les plus populaires ou les femmes, par exemple de l'après-guerre, il y avait été Jean Lalonde, qui vient de mourir d'ailleurs, qu'on appelait le Don Juan de la chanson, et qui était surtout à la radio. Alors, on ne le voyait pas, ou quelquefois, quand il chantait, il faisait des tournées. Mais quand vous vous dites que vous faites une émission où 99% des appareils étaient rivés sur la famille Plouffe,
Il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait pas d'autre chose. On ne suivait que ça. Et tellement que les statistiques à cette époque, on calculait les tramways ou les autobus qu'on ne sortait pas entre 8h30 et 9h le mercredi soir. Ou l'eau de l'aqueduc, on disait, tiens, il se prend moins d'eau, il y a moins de chasse d'eau qui partent, donc les gens sont à quelque part. Un des grands phénomènes de notre télé, finalement, de notre télé C'est québécoise. ça, ouais. Jean-Pierre, quand on vous voit maintenant, est-ce qu'on vous appelle Jean-Pierre ou s'il y a des gens qui vous appellent encore parfois Séraphin? Pas Jean-Pierre, ils savent pas que je m'appelle Jean-Pierre Masson. Jean-Pierre n'existe pas. Ben non, même Claude-Henri Guignon n'a jamais su mon nom. Quand il me parlait, il me disait « Mon Séraphin! » C'est comme ça. Je sens qu'il n'a jamais su mon nom. M'en sert d'ailleurs. Je faisais semblant que je ne savais pas le sien. Alors, ça donne quoi maintenant quand on voit Séraphin, par exemple, je sais pas, moi, fréquenter un grand restaurant ou se présenter dans un grand magasin à rayon? Ah ben, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes blagues. Quelqu'un qui s'approche de moi, Séraphin, t'as pas les moyens de manger ici? Moi, j'ai dit non, c'est pour ça que je compte sur vous pour payer ma note. À ce moment-là, c'est drôle comme ils disparaissent. non, mais c'est étrange, vous savez, parce que... tu sais, quand on dit que... Les gens me disent, mais c'est Séraphin, là, ça vous a marqué. Moi, je ne prétends pas que ça m'a marqué personnellement. Ça m'a marqué, c'est subjectif. C'est pas subjectif, c'est objectif. Les gens me retrouvent. Moi, c'est Séraphin. C'est quelqu'un que je connais très bien, qui est près de moi, mais qui est étranger. Tu veux, quand tu sors d'une répétition de Séraphin, tu n'es plus Séraphin. Tu sais? Et si j'arrive, par exemple, pour m'acheter une voiture, comme tout le monde, m'emmener au vendeur, peux-tu avoir des lumières? Non. Là, il dit ça parce qu'avec Genet, ils sont en train de voir pour acheter une Cadillac. Émile Genet. Émile, c'était Napoléon, ça. Oui, c'était à côté de Radio-Canada. Et puis, à un moment donné, au moment de payer, Émile est venu me payer, puis Pierre a dit non, c'est moi. Ben non, c'est moi qui paye le Cadillac. Mais non, quoi, t'as payé le lunch tout à l'heure. Mais quelle sorte de souvenirs vous gardez de cette époque-là, Jean-Pierre? Très bon souvenir. Très bon souvenir, mais c'est ce genre de choses, quand ça finit, pour une raison ou pour une autre, puis dans le cas des belles histoires, ça finit parce que Claude-Henri Grignon ne pouvait plus écrire, il était malade et tout ça. Et quand ça finit, par la force des choses, parce qu'il avait prévu que personne ne pouvait prendre la relève de sa série, alors quand ça se termine, tu te rends compte que tu es heureux que ce soit terminé. Qu'il y a un poids que tu traînais sans t'en rendre compte, et quand on t'en défait, et tu te rends compte qu'il était pesant à ton insu. J'imagine bien des choses qui causent du stress chez des personnes sans qu'elles le sachent, tu sais. Comme par exemple, parce que, supposons que tu serais mon mari, j'aurais un crise de stress, moi. Moi aussi. Pierre, quand vous avez cessé de jouer Guillaume, est-ce que ça fait comme un trou quand même pendant un moment donné? Je sais que vous avez fait plein d'autres choses après, là, on aura l'occasion d'en parler, mais... Vous regardez des souvenirs télé vous savez qu'on prend. de Nous, Normand c'est arrivé après la grève de Radio-Canada. Et d'ailleurs, tout le monde commençait à être un peu fatigué. Vous savez, on jouait au théâtre, puis tu joues Shakespeare, puis tu t'amènes ça à la scène, puis ils disent « Ah, c'est Guillaume, c'est Cécile. » Alors ça, on voulait un peu en sortir de nos personnages. Et moi, il y avait une deuxième raison, c'est que j'avais une famille assez nombreuse. J'ai 8 enfants, alors... 8 enfants? Il n'y en a pas beaucoup. J'avais 6 garçons et 2 filles, alors ça, il fallait penser à avoir du pain, puis c'était pas... Vous savez, en faisant de la télévision, du moins à cette époque, qu'on devenait... Enfin, qu'il y avait une sécurité, je devais dire. Tu sais, chez Duceppe aussi, on en parlait souvent, parce que Duceppe aussi avait 7 enfants, tu sais, puis... on se disait, mon Dieu, on est tout sûr, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est pour ça qu'à un moment donné, on a fondé un théâtre dans le cœur, là, avec Jean-Pierre, qui était le Théâtre national populaire de Montréal. Où on va s'arrêter là-dessus. On va faire une courte pause et je reviens à vous parce que je veux savoir maintenant ce que vous êtes devenu, justement. Alors, Jean-Pierre, là, on vous a en Séraphin pour de vrai, là. Ben bien, chef, fais-moi pas Jean-Pierre quand je vais manger de même. Et j'imagine que ce personnage-là,
même si vous êtes... vous considérez-vous comme étant à la retraite maintenant ou... Madame, un comédien, il ne retraite pas. De quoi vous voulez qu'on traite? On n'a rien. Alors, ça veut dire que Séraphin est souvent en demande encore. C'est une manière de retraite dans le sens que quand ça fait, à moins que ce soit Claire Lamarche qui t'appelle pour son émission, qui a besoin d'être relevée un peu, à moins que ce soit ça... Vous devriez avoir honte de parler comme ça. Non, j'ai pas honte, mais je devrais pas faire ça parce que vous méritez mieux que ça. Vous n'aurez jamais... Il n'y a personne dans la télévision. Vous n'aurez jamais ce que vous méritez. C'est un homme qui vous dit ça, bon ça. Allez pas me dire que je vous fais de l'harassement sexuel. Mais tenez-vous bien, ça va venir. Alors, ce personnage de Séraphin, on le demande souvent? Il y a des groupes ils font mieux de le demander. Il est cher. Ça coûte cher? Ça coûte bien cher. Ah, il est bien cher. Je lui ai dit, d'ailleurs, je ne veux pas de la merde, mais je coûte cher. Alors, Pierre, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez cherché à vous donner une sécurité, étant donné votre famille imposante, 8 enfants. Où est-ce que vous l'avez trouvé, cette sécurité-là? Vous faites quoi maintenant? Ben maintenant, j'administre un grand complexe de communicateurs qui s'appelle la Maison Premier Plan. Et je produis des films. Enfin, j'ai produit Les Grands Explorateurs, comme plusieurs savent. Enfin, j'ai fait ces tournées. Et je produis toujours à travers le monde de grands dossiers. Et là, je prépare, je l'espère, pour 92, notre Jean Florette, qui sera Menot, maître draveur de Félix-Antoine Savard. Enfin, dont on parle depuis plusieurs années, que j'espère on pourra réaliser en 92. Et vous êtes aussi consul général pour le Rwanda au Canada. C'est ça, je suis consul général depuis 25 ans, d'ailleurs. Je suis rendu un vieux doyen. Est-ce que c'est un titre purement honorifique? Ben, c'est-à-dire que ça demeure. Moi, je suis cofondateur, si vous voulez, avec le père Lévesque. J'étais son assistant de l'Université nationale du Rwanda au début des années 60, alors qu'il y avait cette ébullition, si vous voulez, de l'Afrique. Et le père Lévesque, qui était bien connu ici, qui a fondé la Faculté des sciences sociales de Laval, qui a d'ailleurs aujourd'hui, qui va avoir 89 ans bientôt et qui est toujours en pleine forme, eh bien, j'ai été nommé commissaire général à l'Expo pour la place d'Afrique et ensuite de ça, consul général du Rwanda, ici, au Canada. Et quand on se recycle de cette manière-là, est-ce que le contact avec le public nous manque? Est-ce qu'on souhaiterait, par exemple, que Pierre Valcourt soit appelé à nouveau et qu'on lui demande de travailler comme comédien? Écoutez, je dois dire honnêtement que j'en ai fait. J'ai fait des films avec Carl, parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont appelé même dernièrement. Mais ça dépend toujours si je peux le faire aussi, parce que... Vous savez, quand vous délaissez pendant un certain temps, c'est bien beau de dire que vous avez 60 ans aujourd'hui et de jouer des gens de Vous votre avez âge. 60 ans? Ah bien sûr, je suis un sexagénaire qui génère encore le sexe, comme dire ça. Non, c'est vrai, ça paraît pas quand t'es habillé. Ah bien, c'est ça. Alors, nécessairement, c'est toute une autre vie. Alors, c'est difficile de revenir, mais comme j'ai 6 fils qui sont dans le domaine des communications, j'en ai toujours un qui demande de faire des narrations ou de faire des interventions ou peut-être au moins conseiller dans ses productions. Mm-hmm. On a aussi en studio quelques sportifs. Gino Brito, à qui je vais demander de se lever. Bonjour. Alors, Gino, de la lutte pendant quoi, 25 ans? 25 ans, oui, de lutte active, mais maintenant, j'ai eu la chance de rester dans le même domaine parce que je représente la WWF comme promoteur dans tout le Québec. Oui, mais on ne vous voit plus dans l'arène. Est-ce que les gens ont tendance à vous arrêter? Vous dites, Gino, quand est-ce qu'on va te revoir encore? Bien, oui, parce que, non, ils savent que pour moi, la lutte, c'est fini. À un certain âge, il faut arrêter. Mais quand même, je les vois tous les mois au Forum de Montréal, au Colisée de Québec, à Ottawa. Ça fait que c'est tous les mêmes gens, les gens de la lutte. Et on se voit tout le temps. Fait que ils me demandent plutôt qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir des autres lutteurs, pas de moi. Moi, ils savent que maintenant, c'est fini pour moi, la lutte telle qu'elle. Et puis, une chose comme j'ai mentionné tantôt, j'ai resté dans le même domaine. Et puis ça, bien, ça fait plaisir parce que j'ai tous mes amis dans ça. J'ai grandi dans la lutte. J'ai fait seulement de la lutte toute ma vie. Et vous souhaitez y rester? Je souhaite, oui. On va s'arrêter là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Mon prochain invité a
81 ans bien sonnés. Il est encore en pleine forme. Il s'agit de Jean Raffa. Jean Raffa qui a tout fait dans le métier, composer, chanter, jouer la comédie, animer. Et vous n'arrêtez pas, Jean. Je me souviens que dans le temps, votre slogan, c'était « C'est pas fini ». Exactement. C'est pas fini. Alors, vous arrivez aujourd'hui même avec un certain nombre de rimes, parce qu'on vous a entendu souvent faire des rimes et composer à partir de rimes, et vous en avez fait sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, « On s'ennuie de vous ». Oui, vous pouvez nous lire ça? J'ai lu dans le journal un petit peu l'explication de l'émission. Alors voilà, on s'ennuie de vous. Comme on s'ennuie de vous, alors on vous invite. Mais c'est gentil comme tout, cette offre de visite. En lisant tous les noms serrés dans les gazettes, je pense, mais dis donc, combien de temps par tête? J'ai compté 16 noms parmi les invités, en plus l'animatrice et la publicité. Je dois donc m'arrêter car j'ai passé mon temps. Joyeux Noël à tous et plaisant jour de l'an. Et qui ne me reconnaît pas, je me nomme toujours Jean Raffa. Et voilà. C'est superbe. Alors, au contraire, mon cher Jean, on ne veut pas que vous arrêtiez là parce qu'on se souvient de vos fameuses chansons express et puis on peut peut-être en reproduire une ici aujourd'hui. Allons-y. Bon, on y va. Alors, j'espère que vous connaissez le jeu. Il y a des rimes masculines, des rimes féminines. Alors, pour commencer, ça me prendrait 2 rimes masculines. Mouton, tonton. Parlez fort, parce que Mouton je suis et sur une tonton. oreille. Tonton. Oui, bien, il faut que Oui, mouton et tonton, dit madame. Oui, mouton et tonton. Vous n'aviez pas de micro, mais c'est tout comme. Qui a la prochaine? Gabriel et des ailes. Attendez. 2 féminines. 2 féminines. Madame en a ici, si vous voulez vous lever. Gabriel des ailes. Gabriel. Gabriel des ailes. Des ailes. Gabrielle. Oui. Des ailes, c'est des mouches ou des ailes? Des ailes pour voler. Qu'est-ce que c'est l'autre mot? Des ailes. Des ailes. Ah. Merci. Masculine, masculine, masculine. 2 masculines. 2 masculines. Je m'en vais à vous, madame, là-bas. Là. Masculine, oui. Chandail, éventail. Chandail, éventail. Éventail. Après le chandail, c'est l'éventail. Et 2 féminines pour finir. Ah, on en a des féminines ici. En voulez-vous des féminines? Oui. Oui. Politique et comique. Politique et comique. C'est bon, ça, à part de ça. Politique et comique, ça va ensemble, c'est vrai. C'est bien. Bon, maintenant, un sujet, et après je lis les rimes et j'attaque. Un sujet. Qui veut donner le sujet? Qui a une idée pour un sujet de chanson? Politique. Politique. Non, pas politique. Ah, il y a des femmes qui disent non. Vous dites ah. quoi, vous? Elles veulent pas de la Bon. politique. Madame dit humour. Humour. L'humour? Oui. Ben, pourquoi pas? Ça vous inspire? Alors, sur l'humour, avec Mouton et Tonton, Gabriel, elle, Chandail, Ventaille, politique et comique, comme il n'y a pas de musique, je vais faire la 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 la, hein? La 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 la. L'humour c'est doux comme un mouton, m'a dit la douce Gabrielle. Et comme elle m'appelait tonton, je me suis senti pousser des ailes. Lorsque j'ai enlevé mon chandail pour lui parler de politique, elle m'a dit, c'est l'épouvantail, fais-moi donc quelque chose de comique. Bravo, 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 bravo. Bravo, Jean. Bravo, Jean. Magnifique. Jean Raffa, mesdames, messieurs, 81 ans, bien sonné. On vous revient tout de suite après cette pause. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ah. On s'ennuie
m'ennuie de vous, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Et on a beaucoup de plaisir à retrouver des gens qu'on a aimés, qu'on a vus au petit écran et on se demande un peu ce qu'ils deviennent maintenant. On va maintenant parler à deux grandes animatrices qui ont travaillé dans des stations concurrentes et qui ont beaucoup marqué chacune de ces stations-là. Anita Barrière, qu'on a vu, Anita, pendant combien d'années à Télémétropole? Au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Oui. Et Michel Tisser, pendant combien d'années au petit écran de Radio-Canada? Oh mon Dieu, eh bien, tout le temps, là, c'est-à-dire tous les jours à aujourd'hui, et puis jusque vers... à Musical il y a 20 ans aussi? de ça, il y a 20 ans de ça. Et en radio d'abord aussi? Ah oui, en 41. J'ai commencé en 41 pendant la guerre, et si j'ai pu commencer comme speakerine, c'est parce que les annonceurs étaient envoyés comme correspondants de guerre. Donc, j'ai eu ma chance. Moi, j'avais besoin de travailler. J'avais un enfant d'1 an et demi. Et puis, il fallait que je fasse quelque chose. Je ne savais rien faire de mes 10 doigts, mais j'étais bilingue. Par conséquent, j'étais aux 2 postes, anglais, français. J'ai fait... Vous étiez une pionnière. Je suis dans ce allée à domaine-là. dure école. Et Anita Barrière me disait tout à l'heure que Michel était une de vos idoles. C'était une idole pour moi. Et quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé la télé à Sherbrooke, au Canal 7, en 58. Et c'était vraiment Michel Tisser que j'avais comme modèle. Quelle responsabilité! Dieu merci, je ne le savais pas. Qu'est-ce que vous gardez, Anita, comme souvenir de cette période-là? Les plus beaux souvenirs de ma vie sont ici. Je me souviens de ce studio-ci. Chaque studio représente des émissions pour moi. Tantôt, j'étais dans le hall d'entrée et ça m'a rappelé l'époque de Télémétro avec Jacques Desbaillets. Et à l'intérieur de Télémétro, je faisais la météo qui s'intitulait le Météogramme. Et ça a été une des premières émissions que j'ai animées ici. J'étais speakerine, annonceur maison, mais j'avais plusieurs émissions. Et quand j'ai revu Mimi et tu, on s'est rappelé son passage à une émission que j'animais et qui s'appelait le Musical des jeunes, alors qu'elle était petite fille. La première émission que j'avais faite en 60... Je vais vous donner du son. En 61, parce en 61, que le Canada... Oui. C'est ça. C'est Anita qui était animatrice du Musical des jeunes. Puis vous parliez de Télémétro aussi. J'avais à cette époque-là aussi 6-7 ans. Mais c'est des grands souvenirs, comme quand on entre par le 14-25, là, ça ramène des choses. Hein? Ouais. Ben, il n'y avait pas d'autre hall d'entrée à l'époque. Le boulevard de Maisonneuve n'existait pas, c'était pas bâti. Alors, on entrait par le 14-25. Et Michel, oui, excusez-moi. Quand Dominique Chaloux m'a dit « il ne faut pas confondre, il faut entrer par le 14-25 », ça m'a rappelé de beaux souvenirs. Et Michel, vos plus beaux souvenirs de ce métier-là, les moments les plus marquants, les plus importants? Vous savez, il y en a eu énormément, mais je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, nous étions tous camarades. C'est l'amitié qui nous liait tous. Je ne sais pas si ça existe encore tellement aujourd'hui, parce que tout est tellement compartimenté. Mais nous, c'était vraiment, nous formions des équipes, comme aujourd'hui, par exemple, ça avait été appelé l'équipe du tonnerre, parce qu'il y avait des gens qui sont devenus comme Pierre Nadeau, comme, mon Dieu... Bon, ça y est, là, Andréane Lafont. Andréane, oui, et puis de Rome, et puis quelques autres qui commençaient. Moi, j'étais avec Wilfrid Lemoine et Jacques Languéran, mais le public aussi. Le public, vous savez, à Musical, il y avait un grand public, toujours, c'était en public, et puis le public était tellement chaleureux. Est-ce qu'il vous manque encore? Est-ce qu'il vous manque, ce public-là, maintenant? Écoutez, honnêtement, la télé et la radio ne me manquent pas. Parce que j'ai une vie je suis comblée, je fais de la traduction littéraire maintenant, ce qui veut dire que je passe plusieurs heures par jour avec des auteurs merveilleux que j'ai choisis, avec qui je m'entretiens en quelque sorte. J'ai 22 petits-enfants. Alors je ne m'occupe pas d'eux ensemble tout le temps, mais je m'occupe tantôt des uns, tantôt des autres. J'ai des enfants qui sont très attentifs, qui sont très gentils pour mon mari et moi. Et puis au fond, le public est tellement merveilleux parce que les autres disaient aussi, il n'y a pas de jour où on ne vous rencontre pas, où on ne vous reconnaît pas. Et vous savez ce qu'il y a de drôle? C'est que ce dont on me parle toujours, il y a encore un monsieur dans le hall, tout à l'heure, il est encore beau, il est encore... Oui, il m'a dit, vous savez, quand j'étais adolescent, vous avez été l'amour de ma vie à la télé. Ça fait du bien d'entendre ça. Alors, c'est de Musical qu'on me parle. C'est très drôle. Musical, c'était 55.
La grande émission du dimanche soir. C'est ça, c'était, je pense, la première grande émission à grand déploiement avec des interviews avec les grandes stars françaises qui passaient. Ed Sullivan, How do you do, Ed? C'était la seule chose. Nous, on avait des interviews avec elle et tout ça. Ça a été une grande époque. Mais c'est amusant que le public, ce soit surtout de music-hall qui se souviennent. Anita, quand on vous arrête dans la rue, on vous parle de quoi surtout? Encore aujourd'hui, je suis un peu surprise qu'on se souvienne. Ça fait chaud au cœur, évidemment, parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Mais ça me surprend. Et vous faites quoi, vous, maintenant? Vous gagnez votre vie de quelle manière? Moi, je suis dans le domaine de la décoration intérieure. J'ai une boutique de décoration intérieure à Saint-Sauveur. Formidable. Merci. Et je suis pas tout à fait partie parce que j'ai ma fille, Pascale, qui est assistante à la réalisation ici. Alors, j'ai beaucoup de nouvelles des gens du milieu et j'ai jamais perdu le contact. Et si c'était à refaire toute cette époque-là, par exemple, est-ce que vous vous embarqueriez là-dedans avec autant d'énergie que vous en aviez à 20 ans, 30 ans, Pierre? Je pense pas, non. Mais je pense qu'à chaque période, on a ses plaisirs, on a ses joies, on a aussi le travail qu'on doit adapter à son rythme. Tout à l'heure, je trouvais formidable, Jean, qu'on voit en 81 ans, puis il me disait ça, il fait encore du sport, c'est un champion de pétanque, il ne faut pas oublier ça non plus. Vous savez, c'est celui qui l'a implanté, la pétanque, ici au Québec. Et qui me disait qu'il s'en va bientôt dans le sud, puis il dit, il faut que j'aille à mon rythme, et c'est ça qui est important, je pense. Je ne veux pas essayer de défier trop le temps. Michel, c'est une ère tellement extraordinaire, la naissance de la télévision, enfin, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on apprenait chaque jour. Je veux dire, moi, certainement, je le referais. Et puis, oui, certainement. Dans les mêmes circonstances, dans le même contexte et tout. Pas aujourd'hui aller me lancer dans... Non, merci, le stress. Suffit. Jean-Pierre, si c'était à refaire, est-ce que vous y metteriez la même énergie, la même flamme, ou si vous prendriez des précautions différentes? Non, mais écoutez, je vais vous dire... Je vais vous dire, franchement, j'y ai jamais mis aucune énergie et aucune flamme. J'ai fait ça parce que j'avais pas le choix, mais j'aime pas ça. C'est chier, mais t'as fait ça. Et plus sérieusement... C'est sérieux. Non, trompez-vous pas, les choses sérieuses, j'ai fait légèrement, puis les choses légères, j'ai fait sérieusement. C'est une bonne philosophie. Une bonne philosophie, hein? Oui. Jean, si c'était à refaire, cette période-là... je suis toujours partant, moi. Oui. C'est toujours à refaire. Chaque jour, on recommence autre chose. Mais il faut toujours garder notre bonne humeur, notre entrain, notre joie de vivre et essayer de la communiquer. Parce que ça, c'est important aussi. Alors voilà. Et on parlait tout à l'heure de ce que les autres font maintenant. Pierre laissait deviner un peu que vous organisez des voyages santé. Vous faites quoi pour rester actif? Ah, bien là, je pars pour l'île de Cuba pour animer justement des gens qui vont aller là-bas pour leur faire un peu d'exercice. Un peu de bodybuilding. Ouais. Et puis la piscine, la pétanque, les chansons express, tout ça, pour redonner aux gens qui sont déprimés l'idée que chaque jour, on peut recommencer et repartir et que c'est pas fini. Et quand vous voyez des jeunes qui rêvent de faire carrière comme comédien, par exemple, et qui pensent que, ça va être facile, qu'au Québec, avec tous les développements qu'on a connus maintenant, on peut facilement faire son chemin, qu'est-ce que vous avez tendance à leur dire, Jean-Pierre? Les dissuader, à ce point-là. Oui, j'ai dit, hey. Ah non, écoute, non, c'est-à-dire qu'on les met devant la réalité, d'écouter si tu as vraiment le microbe, parce que c'est une maladie, cette affaire-là, vous savez. J'ai dit, faut pas que tu t'imagines que tu t'en vas là, dans un monde, une espèce de nirvana, tu t'en vas manger de la vache enragée, tout simplement. Et le pire malheur qui puisse arriver, c'est que dès le début, tu frappes une continuité marquante. Qui va t'enfermer dans un personnage? Oui, et là, il va se faire l'illusion que c'est ça marche. Mais comme elle ne durera pas éternellement, cette continuité, il va falloir qu'ils se rendent compte que quand tu sors de ça, là, les réalisateurs te regardent et disent « Hey, lui, là, je ne peux pas lui montrer la fraise. » Ils vont dire « Regarde donc, Séraphin! » C'est dans n'importe quel personnage. Et pour d'autres choses, ce sera un autre personnage qui va dire
Ah, mais grand, c'est Guillaume, là. Comme il disait, Pierre, tout à l'heure, quand tu fais du théâtre, t'entends chuchoter. Hey, Séraphin! Puis ça n'a rien à voir avec Séraphin, le rôle que tu interprètes. Mais tu peux pas l'enlever aux gens. C'est comme tel qu'ils te connaissent. C'est d'ailleurs le seul aspect, la seule facette sous laquelle ils te connaissent. En dehors de ça, ils ne te connaissent pas. Est-ce que ça veut dire que vous avez parfois un petit peu d'amertume à l'égard de ce métier-là? Parce qu'on dit que les choses sont très éphémères. Vous allez être une vedette. À un moment donné, on va vous aduler. Et quelques années plus tard, bon, je sais que pour les femmes, on n'est pas toujours très tendre. On dit, bon, maintenant, il faudrait aller vers des ressources un peu plus jeunes. L'avez-vous parfois trouvé cruel, ce métier-là? Anita, oui? Oui. Oui, je me souviens, il y a quelques années, je venais d'avoir 40 ans et le domaine de l'information m'a toujours beaucoup attirée. Et à Télémétropole, on avait enfin ouvert les écluses parce que c'était un domaine très fermé. Madame Tisser peut en témoigner. Les femmes dans le domaine de l'information, ça n'a pas toujours été facile. On n'a pas la même crédibilité que les hommes. Et j'entends parler... Surtout quand on est jeune et joli. Oui, peut-être. Et à un moment donné, j'entends parler qu'on demande une femme à l'information. Ici même, à Télémétropole, je dis, ça y est, c'est ma chance, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire le matin ou l'après-midi, le midi. Et quand je suis venue pour postuler pour le soir, on a dit non, t'es trop vieille. Oh. Et j'avais 40 ans. Oh. On va s'arrêter sur cette note-là. Un autre qui devrait être pendu. On vous remercie beaucoup d'avoir été dans notre studio aujourd'hui. C'était un plaisir de vous retrouver à nouveau. À bientôt. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Lundi à Claire Lamarche, quand les grands-enfants collent à la maison. CFTM, une station du réseau TVA. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Dehou.